14 mai 1916. Rubio, État de Chihuahua, Mexique. Accroupi derrière l'angle d'une maison de ranch en adobe, le sous-lieutenant George S. Patton tentait de reprendre son souffle. Son Colt 45 à crosse d'ivoire pendait lourdement dans sa main, vide. En face de lui, 3 cavaliers armés fondaient à toute allure, les carabines crachant le feu. Il avait déjà tiré ses 5 cartouches. Clic, clic. Rien. Tandis qu'il s'efforçait fébrilement de recharger, 3 balles sifflèrent à quelques centimètres de sa tête, si proche qu'il sentit l'air se déchirer autour de lui. À cet instant précis, dans la poussière et l'odeur âcre de la poudre, alors que la mort arrivait au galop, l'homme qui deviendrait plus tard l'un des généraux américains les plus célèbres apprit une leçon qui façonnerait son image pendant 30 ans. Les revolvers à poignée d'ivoire que l'on associe à Patton n'étaient même pas de simples ornements. Ils n'étaient pas là pour impressionner, ils étaient une assurance, une garantie pour l'instant fatal où l'arme principale se tait et où le combat, lui, continue. Pour comprendre pourquoi Patton, à 30 ans, se retrouva mêlé à une fusillade au cœur du Mexique, il faut connaître 3 éléments clés. D'abord, en mars 1916, le chef révolutionnaire, Pancho Villa, franchit la frontière du Nouveau-Mexique avec environ 500 hommes et attaqua la ville de Columbus, faisant 18 morts américains. C'était la première incursion étrangère sur le sol continental des États-Unis depuis 1812. À Washington, le président Woodrow Wilson entra dans une colère noire. Ensuite, Wilson ordonna au général de brigade John J. Pershing de conduire 10 000 soldats au Mexique pour capturer ou éliminer Villa. Cette opération, connue sous le nom d'Expédition punitive, fut la première intervention militaire américaine d'envergure à combiner véhicules motorisés et aviation. L'armée se modernisait et le Mexique devint son laboratoire à ciel ouvert. Enfin, 3e point essentiel, Patton n'aurait jamais dû être là. Son unité, le 8e régiment de cavalerie, n'avait pas été retenu pour l'expédition. Mais Patton brûlait de connaître le combat. Un soir, il se présenta au quartier de Pershing et, sans détour, implora qu'on lui confie n'importe quelle tâche, aussi insignifiante soit-elle. Pershing lui demanda pourquoi il méritait d'y participer. La réponse fut simple, presque brutale de sincérité, « Parce que je le veux plus que quiconque ». Séduit par l'audace du jeune officier, Pershing le nomma aide de camp personnel. George Smith Patton Jr. n'était pas un sous-lieutenant ordinaire. Né en 1885 dans une famille aisée de Californie, il héritait d'une longue tradition militaire remontant à la guerre d'indépendance. Son grand-père, dont il portait le nom, avait été colonel confédéré et avait trouvé la mort à Winchester. Le jeune George grandit bercé par les récits de bataille, racontés comme des légendes familiales autour de la table. Mais c'est là que résidait le paradoxe fascinant de Patton. Il souffrait sévèrement de dyslexie, à une époque où ce trouble était totalement méconnu. À West Point, il dut redoubler sa première année après avoir échoué en mathématiques. Et pourtant, ce même homme, incapable de maîtriser l'arithmétique élémentaire dans un cadre académique, devint un stratège hors pair, capable de visualiser mentalement des géométries complexes de champs de bataille. Il doutait de son intelligence, tout en affichant une confiance absolue dans son génie militaire. En 1916, Patton s'était déjà distingué de manière peu conventionnelle. 4 ans plus tôt, en 1912, il avait participé au pentathlon moderne aux Jeux olympiques de Stockholm, terminant 5e. Une controverse éclata lors de l'épreuve de tir au pistolet. Les juges affirmèrent dès qu'il avait manqué une cible. Patton soutint le contraire, et certains historiens avancèrent plus tard qu'il avait été si précis que sa balle avait traversé un trou déjà existant. Vrai ou non, l'anecdote en disait long sur l'idée qu'il se faisait de lui-même. Escrimeur accompli, formé en France, il alla jusqu'à concevoir un nouveau sabre de cavalerie pour l'armée américaine. Le sabre modèle 1913, surnommé sabre Patton, privilégiait l'estoc à la taille. Un choix controversé, directement inspiré des doctrines militaires françaises. Chaque jour, il passait des heures à perfectionner sa technique au pistolet, s'exerçant aussi bien de la main forte que de la main faible, obsédé par la perfection du geste. Et il croyait sincèrement avoir combattu dans des vies antérieures en tant que légionnaire romain ou guerrier médiéval. Avant le débarquement en Sicile, en 1943, le général britannique Harold Alexander lui lança un jour « Vous auriez fait un maréchal remarquable sous Napoléon si vous aviez vécu au XIXe siècle. » Patton répondit sans la moindre hésitation. « Mais j'y ai vécu.
Ainsi, lorsque cet officier jeune, étrange, brillant et profondément contradictoire arriva au Mexique, il ne se satisfit pas d'un rôle administratif. Il voulait de l'action. Il voulait se prouver et prouver aux autres ce qu'il valait. Plus que tout, il désirait sa première victoire mortelle. À sa ceinture pendait un Colt Single Action Army flambant neuf, calibre Pomé 45, canon de 4 pouces 3/4 à poignée d'ivoire. L'arme était richement gravée par le maître graveur de Colt, Kuno Helfricht, et portait ses initiales GSP incrustées dans l'ivoire, un luxe certain pour un sous-lieutenant gagnant $155 par mois. Ce revolver représentait un investissement important. Patton avait les moyens et il croyait profondément au pouvoir des symboles. Pour lui, cette arme était à la fois un outil et un talisman. Au printemps 1916, cependant, l'expédition punitive piétinait. Villa avait dispersé ses hommes en petites unités de guérilla et s'était volatilisé dans les montagnes de la Sierra Madre. Les troupes américaines poursuivaient des ombres sur un terrain hostile. Pershing s'impatientait tandis que la presse américaine commençait à douter de l'utilité et du coût de l'opération. Puis un renseignement changea la donne. Le capitaine Julio Cardenas se trouvait dans la région. Ce n'était pas un simple bandit. Cardenas commandait la garde personnelle de Villa, une unité d'élite surnommée Los Dorados. Les Dorés. Il était le bras droit du chef rebelle. Sa capture, ou sa mort, constituerait une victoire éclatante, la preuve tangible que l'expédition produisait des résultats. Patton voulut cette mission avec acharnement. Il harcela Pershing encore et encore, jusqu'à obtenir l'autorisation de participer à la traque. Finalement, il fut affecté à la troupe C du 13e régiment de cavalerie. Début avril, des soldats du 16e régiment de cavalerie découvrirent la femme de Cardenas et leur enfant en bas âge, au ranch de San Miguelito. Peu après, une patrouille menée par Patton retourna sur les lieux et y trouva l'oncle du capitaine. D'après le rapport de Patton lui-même, l'interrogatoire fut mené sans ménagement. « C'était un homme d'un courage exceptionnel », écrivit-il plus tard. « Il a failli y laisser la vie avant de lâcher la moindre information. » Quoi qu'ils aient réussi à lui soutirer, cela laissait entendre que Cardenas n'avait pas quitté la région. Le 10 mai, Patton fouilla le ranch voisin de Rubio sans résultat. 4 jours plus tard, le 14 mai, Pershing lui confia ce qui semblait être une mission de routine: prendre 3 voitures Dodge, 10 soldats et 2 guides civils, et acheter du maïs pour nourrir les chevaux de la cavalerie. De la logistique pure, un travail ingrat, sans aucun rapport avec le combat. Mais Patton y vit immédiatement une occasion. Cette mission d'approvisionnement allait le ramener exactement dans la zone où Cardenas était supposé se cacher. Il n'avait aucune intention de laisser passer cette chance. Son détachement était réduit, un caporal, 6 soldats, 2 chauffeurs civils et 2 guides locaux. Ces derniers étaient essentiels. Ils connaissaient chaque piste, chaque repli du terrain. L'un d'eux, Hill Holm, avait autrefois combattu aux côtés de Villa avant de changer de camp. Il se déplaçait à bord de 3 Dodge Brothers modèle 3035 de 1915, des voitures découvertes capables d'atteindre 50 miles à l'heure sur une route correcte. Chaque soldat était armé d'un fusil Springfield à verrou. Patton, lui, portait son Colt .45 à crosse d'ivoire, chargé de 5 cartouches seulement. À l'époque, avec les revolvers à simple action, on laissait volontairement une chambre vide sous le chien pour éviter les départs accidentels. Bien qu'il s'agisse d'une arme à 6 coups, Patton partait donc au combat avec 5 balles. Ils achetèrent sans difficulté le maïs au ranch de Coyote et de Rubio. Rien d'anormal en apparence. Puis Patton remarqua un détail troublant. Une 50aine, peut-être 60 hommes traînaient non loin des bâtiments. Ils n'étaient pas armés, mais leur allure était rude, suspecte. L'un des guides, ancien rebelle, en reconnut plusieurs. Des villistes. L'instinct de Patton s'éveilla aussitôt. Cardenas était là. Il ne pouvait pas en être autrement. Il prit une décision immédiate. Ils allaient retourner au ranch de San Miguelito, le même endroit où ils avaient trouvé l'oncle de Cardenas, mais cette fois sans hésitation ni ménagement. Patton connaissait déjà les lieux grâce aux reconnaissances précédentes. La maison principale s'ouvrait sur une vaste cour intérieure, fermée à l'est par un portail voûté. Un second bâtiment, plus petit, se trouvait au sud. L'essentiel était clair, il fallait bloquer toutes les voies de fuite en même temps. Ce qu'il s'apprêtait à faire dépassait largement ses ordres. Pershing l'avait envoyé acheter du maïs, pas attaquer une position ennemie présumée avec à peine 10 hommes.
Un officier prudent serait rentré au camp, aurait transmis le renseignement et attendu des renforts. C'était ce que dictaient les règlements. C'était ce que ferait quelqu'un soucieux de sa carrière. Mais Patton n'était ni prudent, ni disposé à jouer la sécurité. Il voyait là l'occasion de se faire un nom, d'obtenir enfin l'action qu'il réclamait, de prouver qu'il n'était pas qu'un officier d'état-major condamné à classer des dossiers. Il misait sa carrière sur une intuition. S'il se trompait, si Cardenas n'était pas là, il passerait pour un imprudent ayant abandonné sa mission pour une chimère. Et s'il avait raison, mais que l'opération tournait mal, si des soldats américains mouraient lors d'une simple mission d'approvisionnement, sa carrière serait brisée avant même d'avoir vraiment commencé. Patton exposa son plan. Les 3 voitures approcheraient le ranch par des directions différentes. 2 d'entre elles, avec 8 hommes à bord, bloqueraient la sortie sud-ouest, là où un muret offrait une possible échappatoire. Lui-même prendrait la 3e voiture, avec un chauffeur, un soldat et le guide Holm, pour se présenter à l'entrée nord-ouest, le portail principal. Le timing devait être parfait. À la moindre alerte prématurée, Cardenas s'enfuirait à cheval dans le désert et disparaîtrait à jamais. Les véhicules devaient foncer, au moins 40 miles à l'heure, pour réduire la distance avant que quiconque puisse réagir. C'était une forme de guerre mécanisée, improvisée, quelque chose que l'armée américaine n'avait encore jamais tenté. La doctrine de la cavalerie datait de siècles, les tactiques automobiles, ils les inventaient sur le moment. Les moteurs rugirent en direction du ranch, soulevant derrière eux d'épais nuages de poussière. La voiture de Patton dérapa et s'arrêta brusquement près du portail principal. Il sauta à terre, revolver à la main. Le chauffeur resta au volant, moteur tournant. Le soldat et Holm prirent position pour le couvrir. Pendant une fraction de seconde, tout sembla figé. La cour paraissait vide. Puis quelqu'un, à l'intérieur de la maison principale, les aperçut et se mit à courir. Des cris éclatèrent en espagnol. Soudain, 3 cavaliers surgirent sur les sorts sous l'arche, lancés à pleine vitesse. Ils étaient en train de seller leurs chevaux quand ils furent surpris, pris de court mais pas piégés, et ils étaient armés. Le cavalier de tête fonçait droit sur Patton. La distance fondait, 50 mètres, 40, 30, 20, à 20 mètres, presque à bout portant pour une carabine de cavalerie. Les cavaliers ouvrirent sur le feu. Beaucoup auraient cherché un abri. Patton, lui, ne bougea pas. Il leva son colt, visa le premier homme et pressa la détente. La crosse d'ivoire vibra violemment dans sa main. Son premier tir, en situation de combat. La balle frappa le bras du cavalier, le brisant net. Patton tira de nouveau, touchant le cheval. L'animal et son cavalier s'effondrèrent dans un nuage de poussière. Les 2 autres passèrent au galop, leurs carabines claquant. Patton tira encore en les voyant filer, puis se jeta derrière l'angle du bâtiment. Il devait recharger. C'est là que tout se compliqua. Ses doigts manipulèrent sur la portière de chargement du Colt, éjectant les douilles vides, cherchant fébrilement de nouvelles cartouches à sa ceinture. Même entre des mains expertes, un revolver à simple action se recharge lentement. Chaque balle doit être introduite une à une. Pendant qu'il rechargeait, les vilistes continuaient de tirer. 3 coups claquèrent coup sur coup, frôlant sa tête. Dans une lettre adressée plus tard à son père, Patton écrivit que les balles étaient passées si près qu'il en avait presque senti le souffle. Chacune d'elles aurait pu mettre fin, là, dans cette cour mexicaine, à la carrière du futur général le plus célèbre d'Amérique. Elles manquèrent leur cible d'un cheveu. Des années plus tard, lorsqu'on l'interrogeait sur son célèbre port de 2 revolvers, Patton revenait invariablement à cet instant précis. En plein combat, confia-t-il un jour au général Kenyon Joyce, j'ai dû m'arrêter pour recharger mon fichu pistolet. Pendant ce temps, 3 balles ont failli m'emporter la tête. C'est à ce moment-là qu'il décida qu'une seule arme ne suffisait pas. Plus jamais il n'entrerait dans un combat avec un unique pistolet, mais la fusillade dans la cour n'était pas terminée. Patton acheva de recharger et sortit de sa couverture. Le 2e cavalier était encore en selle, luttant pour maîtriser son cheval. Alors qu'il tentait de mettre sa carabine en joue, Patton tira. Le cheval s'effondra. Le cavalier roula au sol, se releva et porta la main à son arme. Une erreur fatale. Plusieurs soldats de Patton avaient désormais rejoint l'affrontement, leurs fusils Springfield tonnant presque à l'unisson. Le viliste s'écroula sous la rafale. Le 3e cavalier, lui, avait déjà parcouru près d'une centaine de mètres et touché presque au salut. Plusieurs hommes firent feu. La distance était considérable pour les armes de l'époque, peu propices aux tirs précis. Pourtant, une balle trouva sa cible. Le dernier homme bascula de sa monture, mort ou mourant. Le premier cavalier, celui que Patton avait atteint au bras, fuyait désormais à pied,
blessé mais toujours déterminé. C'était Cardenas lui-même, bien que personne ne l'ait encore identifié. Il courait vers un muret, cherchant à s'échapper. Hall, le guide et ancien viliste, se lança à sa poursuite. Selon plusieurs témoignages, Hall lui offrit une chance de se rendre. Cardenas leva les mains, puis, dans un ultime geste de défi ou de désespoir, tenta de dégainer et tira. Son coup manqua Hall. La riposte, elle, ne manqua pas. Une balle en pleine tête mit fin à la fuite de Cardenas. L'échange de tirs n'avait duré que 2 minutes à peine. 3 hommes gisaient au sol. Aucun n'était américain. Lorsque les habitants identifièrent finalement les corps, Patton comprit que son pari avait réussi. Le premier homme qu'il avait touché, celui qui avait mené la charge, était le capitaine Julio Cardenas, chef de la garde personnelle de Villa, numéro 2 du mouvement viliste, l'un des hommes les plus recherchés du Mexique. Ce qui suivit devint l'une des images les plus controversées de toute l'expédition mexicaine. Patton ordonna que les 3 villistes morts soient attachés sur les capots des voitures, comme des trophées de chasse. Juan Garcia, identifié comme le second cavalier, et le 3e homme, dont le nom ne fut jamais connu, furent ligotés face au ciel sur les ailes avant des Dodge. Puis Patton donna l'ordre de rentrer à toute vitesse au quartier général de Pershing. Imaginez la scène, 3 voitures découvertes filant à 50 miles à l'heure à travers le désert mexicain, soulevant d'immenses nuages de poussière, avec 3 cadavres sanglés sur leur capot. Une vision macabre, et d'une efficacité redoutable. À chaque poste américain croisé, le convoi attirait l'attention. La nouvelle se propagea plus vite encore que les véhicules. Lorsque Patton arriva au quartier général, il était déjà célèbre. Des journalistes de la presse américaine l'attendaient. Ils avaient entendu dire que quelque chose d'exceptionnel s'était produit. À la vue des corps, ils exultèrent. C'était exactement le genre d'histoire qui faisait vendre des journaux. Un jeune officier américain d'à peine 30 ans menant un raid motorisé audacieux, abattant le bras droit de Villa lors d'un combat à 20 mètres. Action, modernité, mythologie du Far West et surtout une victoire nette dans une campagne jusque-là frustrante. Les journaux surnommèrent Patton le tueur de bandits. Certains récits étaient plus fidèles que d'autres. Plusieurs articles affirmèrent à tort qu'il avait tué les 3 hommes de sa propre main. La réalité était plus nuancée. Patton avait bien tiré sur Cardenas et abattu son cheval, et il avait fait feu sur les 3 cavaliers. Mais avec plusieurs soldats tirant en même temps et des corps criblés d'impacts, il était impossible de déterminer avec certitude qui avait porté les coups mortels, à l'exception de Cardenas. Tous s'accordèrent sur un point, c'était Hall qui l'avait achevé d'une balle dans la tête. Patton ne se donna pas la peine de corriger l'interprétation flatteuse des journaux. Il grava 3 encoches dans la crosse d'ivoire de son Colt, une pour chaque homme mort. Ce détail, plus que tout autre, résume sa personnalité, à la fois guerrier authentique et homme de spectacle, toujours conscient de son image. Il conserva également la selle à pommeau d'argent et le sabre de Cardenas comme trophée personnel. Des années plus tard, les éperons de Cardenas rejoindraient le musée de la Seconde Guerre mondiale à Natick, dans le Massachusetts, témoignage tangible de cet après-midi poussiéreux au Mexique. Pershing, lui, était ravi. Enfin, un succès clair à annoncer. Il promut Patton lieutenant en chef sur le champ et lui donna un surnom qui allait lui rester, Bandito. Lorsque Pershing fut nommé à la tête des forces américaines en France l'année suivante, il demanda expressément que le capitaine Patton, de nouveau promu, l'accompagne comme aide de camp. Mais la conséquence la plus importante de cette fusillade se joua en silence, dans l'esprit de Patton. Dans ses lettres sommaines à son père et ses conversations avec d'autres officiers, il revenait sans cesse au même instant. Ces 3 balles passaient à quelques centimètres de sa tête pendant qu'il rechargeait, ce sentiment d'impuissance face à une arme vide, alors que l'ennemi tirait encore. Il ne voulait plus jamais revivre cela. Il prit alors une décision définitive. À partir de ce jour, il porterait toujours au moins 2 armes de poing. Le Colt 45 Single Action Army resta son arme principale, celle qu'il portait au quotidien. Mais Patton se mit bientôt en quête d'un second revolver pour l'épauler. Il voulait quelque chose de plus puissant, de plus moderne, une arme capable de devenir, selon ses propres mots, son pistolet de mort si la première venait à se taire en plein combat. Il le trouva en 1935. Cette année-là, Patton acheta directement chez Smith & Wesson un revolver Magnum Registered flambant neuf, chambré en 357 Magnum, qui serait plus tard connu sous le nom de modèle 27. La cartouche Bolesna
37 venait tout juste d'être mise sur le marché. C'était alors la munition de poing la plus puissante jamais produite en série. Patton fit personnaliser l'arme. Des plaquettes en ivoire assorties à celles de son Colt, ses initiales GSP gravées, ainsi que ses étoiles de général. Pendant toute la suite de sa carrière militaire, de la Seconde Guerre mondiale à la libération de l'Europe, Patton posséda ces 2 revolvers, le vieux Colt 45 sur une hanche, le Smith & Wesson .357 sur l'autre. 2 armes à crosse d'ivoire devenues aussi indissociables de son image que son casque rutilant ou sa cravache à poignée nacrée, même s'il est vrai qu'il les portait rarement toutes les 2 en même temps. D'après ses aides de camp et sa famille, le .45 l'accompagnait au quotidien, tandis que le 357 était réservé aux situations de combat où il s'attendait à devoir disposer d'une puissance maximale. Les conséquences immédiates de la fusillade de San Miguelito furent importantes, mais limitées dans leur portée. Pour l'expédition punitive, ce fut l'un des rares succès indiscutables. Villa, lui, ne fut jamais capturé. L'opération prit fin en février 1917, sans avoir atteint son objectif principal. Pourtant, elle avait accompli quelque chose de sans doute plus déterminant. Elle avait offert à l'armée américaine sa première expérience concrète de la guerre moderne, mécanisée et aérienne. Les leçons tirées du Mexique, les tactiques expérimentées par des officiers comme Patton, se révélèrent cruciales lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale, à peine 2 mois après la fin de l'expédition. Patton suivit Pershing en France et fut affecté parmi les premiers officiers au tout nouveau corps des chars. Les mêmes principes d'assaut mécanisés agressifs qu'il avait improvisés au Mexique, il les appliqua désormais à la guerre blindée sur le sol européen. Pour Patton, les effets furent profondément transformateurs. Cette fusillade le rendit célèbre au sein de l'armée. Elle lui donna les références de combat qu'il désirait tant, lui valut la confiance et la protection de Pershing, un soutien décisif pour toute sa carrière, et surtout, lui enseigna une leçon de préparation qui allait façonner toute sa philosophie de commandement. Ne jamais dépendre d'un seul point de défaillance. Toujours prévoir une solution de rechange, une seconde arme, un second plan, une autre option. Cette manière de penser dépassa largement la question des armes à feu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Patton se fit connaître pour son obsession de la redondance. Routes de ravitaillement multiples, canaux de communication doublés, positions de repli prévues à l'avance. L'homme qui avait manqué de munitions dans une cour mexicaine s'assura que ses armées, elles, ne manqueraient jamais de rien. Les revolvers à poignée d'ivoire devinrent sa marque de fabrique. On les voit sur d'innombrables photographies et actualités filmées de la Seconde Guerre mondiale. Ils occupent aussi une place centrale dans le film Patton de 1970, récompensé par l'Oscar du meilleur film et qui fit de George C. Scott une star. Une scène célèbre, inspirée d'un fait réel, montre un journaliste interrogeant Patton sur ses revolvers à poignée de nacre. Scott, dans le rôle de Patton, réplique avec un mépris parfait. « Ce sont de l'ivoire. Seul un maquereau d'un bordel minable de la Nouvelle-Orléans porterait une arme à poignée de nacre. » Cette réplique est authentique, attestée par plusieurs sources, dont le livre Patton and His Pistols de Milton Perry. Patton était extrêmement attaché aux matériaux et à leur symbolique. L'ivoire avait une valeur culturelle. La nacre, à ses yeux, était vulgaire. La différence comptait. Lorsque Patton mourut en décembre 1945, victime d'un accident de voiture à Heidelberg, en Allemagne, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces revolvers étaient déjà entrés dans la légende. Ils sont aujourd'hui exposés dans des musées et des collections privées. Le Colt .45 original, avec ses 3 encoches, se trouve au musée du général Patton à Fort Knox, dans le Kentucky. Le Smith & Wesson .357 Magnum a lui aussi été présenté dans plusieurs musées militaires. Ce sont des pièces de l'histoire militaire américaine, mais aussi le rappel d'une leçon apprise un jour précis, le 14 mai 1916. Le jour où un jeune officier comprit qu'être un guerrier exige plus que du courage et de l'habileté. Cela exige d'être prêt pour l'instant où l'arme principale fait défaut, alors que le combat n'est pas terminé. Il y a dans la philosophie des 2 armes de Patton quelque chose de profondément humain, qui dépasse la tactique militaire, qui n'a jamais connu un moment où son premier plan a échoué, où la solution évidente n'a pas fonctionné, où les munitions, au sens figuré, ont été épuisées, alors que le problème continuait d'avancer. La réaction de Patton ne fut ni la paralysie, ni la résignation. Il décida de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais, de bâtir des sécurités, d'avoir toujours une alternative,
Ces revolvers n'étaient pas seulement une question de puissance de feu, même si celle-ci comptait. Ils relevaient le de la psychologie, la confiance, la certitude que si une solution échoue, une autre est immédiatement disponible. Pas besoin de battre en retraite. Pas besoin d'attendre de l'aide, on peut continuer à se battre. C'est une leçon qui dépasse largement les champs de bataille. Dans les affaires, les relations, la création, dans la vie elle-même, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ont toujours un plan B, une seconde voie, une autre façon d'avancer lorsque le chemin principal se ferme. Mais il existe aussi une face plus sombre. L'obsession de Patton pour la préparation frôlait parfois la paranoïa. Ce besoin permanent de tout contrôler, d'anticiper chaque éventualité et de ne jamais se retrouver en position de faiblesse fit de Patton un chef militaire redoutablement efficace, mais un homme difficile à vivre. Il accordait sa confiance avec parcimonie. Il poussait ses subordonnés sans relâche, souvent jusqu'à la rupture. Il se fit de nombreux ennemis. L'homme qui, au Mexique, avait appris à toujours porter une seconde arme ne sut jamais vraiment baisser la garde, même lorsque les combats étaient terminés. Le prix psychologique d'un état d'alerte permanent, c'est l'épuisement. Peut-être, au fond, que la véritable leçon ne se résume pas au fait de porter 2 revolvers. Elle tient plutôt à la capacité de savoir quand on en a besoin et quand on peut s'en passer. À trouver l'équilibre entre la préparation et la paix. À comprendre que le combat pour lequel on s'entraîne avec tant d'acharnement n'est pas toujours celui qui se présentera réellement. Si vous souhaitez découvrir d'autres plongées approfondies dans les histoires authentiques qui se cachent derrière les grandes figures militaires, abonnez-vous et activez les notifications. Nous explorons les instants que les manuels ignorent, les décisions qui ont tout changé, les détails qui rendent l'histoire profondément humaine. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, parfois, l'équipement le plus important n'est pas l'arme que l'on dégaine en premier, mais celle que l'on possède lorsque tout le reste est épuisé.